Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment caractériser la borne sup d'un sous-ensemble de R à l'aide de suites. Dans cette vidéo, nous allons voir deux résultats qui vont nous permettre de caractériser la borne supérieure d'un ensemble en utilisant les suites. Alors pour que vous compreniez bien ces deux résultats, on va commencer par regarder une situation très générique qui est l'intervalle 0,1 ouvert, et je vais vous les faire découvrir en agitant les mains, c'est-à-dire sans démonstration formelle. Nous ferons les démonstrations formelles par la suite. Alors, je vous rappelle que la borne supérieure d'un ensemble, c'est le plus petit des majorants de cet ensemble. Donc ici, vous voyez, le point M ici est un majorant de cet ensemble, puisqu'il est au-dessus de tous les points de cet ensemble. Mais ce point aussi est un majorant, celui-ci aussi, etc. Et si on prend le plus petit des majorants possibles, eh bien on tombe sur le nombre 1. De sorte que ici, la borne supérieure de notre ensemble X, c'est 1. Alors, si on regarde le positionnement de cette borne supérieure, eh bien, on observe qu'elle est collée à droite de l'ensemble. Alors, elle n'est pas nécessairement dans l'ensemble, puisque ici, vous voyez que 1 n'appartient pas à notre ensemble, mais elle est collée sur la droite. Comme elle est collée, eh bien, on doit pouvoir l'approcher d'aussi près qu'on le souhaite avec des éléments de notre ensemble ici, grand X. Par exemple, ce point-là est assez proche de 1. Mais une personne pourrait venir et dire, mais pour moi ce n'est pas suffisamment près, est-ce que vous pourriez faire mieux? Et bien là on va dire, bah oui, regardez, je peux prendre ce point-là, il est encore plus près de la borne supérieure. Puis une autre personne pourrait venir et dire, moi j'aimerais que ce soit encore plus près, ça n'est pas suffisant. Et bien là on pourrait dire, bah regardez, prenez ce point, il est encore plus près. Et en itérant ce petit jeu là de gens qui vous demandent de s'approcher de plus en plus, eh bien on arrive à construire une suite xn qui s'approche indéfiniment près de 1. C'est-à-dire on arrive à montrer qu'il existe une suite xn de points de notre ensemble, donc de grand X, telle que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de xn est égale à 1. Donc lorsque nous avons une borne supérieure, a priori on doit être capable de l'approcher à l'aide d'une suite de points qui se trouvent dans l'ensemble. Maintenant, posons-nous la question suivante. Est-ce que cette propriété d'existence d'une suite ne nous permettrait pas de caractériser la borne supérieure? Plus précisément, si je prends un majorant quelconque qui n'est pas la borne supérieure, est-ce que je peux encore avoir cette propriété, ou bien est-ce que c'est seulement la borne supérieure qui a cette propriété? Alors regardons ce qui se passe si je prends un majorant qui n'est pas la borne supérieure, celui-ci par exemple. Est-ce qu'il est possible de trouver une suite qui se trouve ici, dont la limite va être ce point-là? Eh bien on se rend compte que ça va pas bien fonctionner, puisque si on prend une suite qui se trouve ici, sa limite, si elle existe, va tomber soit dans l'ensemble, soit sur les bords. On imagine mal que la limite fasse un bond pour arriver ici. De sorte que on se dit que seul le majorant qui est la borne supérieure a cette propriété-là. On a donc envie de dire qu'on a le critère suivant. Si m major x, et si il existe une suite xn de grand X telle que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de xn est égale à ce majorant, alors ce majorant est nécessairement la borne supérieure. Et bien voici les deux propriétés que nous allons examiner dans cette vidéo. Avant de passer aux démonstrations, je vous propose de fixer proprement, avec toutes les hypothèses, les deux résultats que nous venons d'annoncer. Alors le premier résultat va dire la chose suivante: si on a X un sous-ensemble de R qui admet une borne supérieure, alors il est possible de trouver une suite dans cet ensemble dont la limite est la borne supérieure. Et puis notre deuxième résultat va dire la chose suivante: si X est un sous-ensemble de R qui admet une borne supérieure, alors si nous avons un majorant de cet ensemble qui est limite d'une suite de points qui se trouve dans l'ensemble, alors ce majorant, eh bien, ce sera la borne supérieure de notre ensemble.
Comme vous le savez, nous disposons de deux définitions équivalentes pour définir la bande supérieure d'un ensemble. Alors, si vous n'avez pas vu ça, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée à la construction de la définition d'une bande supérieure d'un ensemble. Alors il y a une définition qui est plutôt verbale, qui utilise des mots, qui consiste à dire que la borne supérieure d'un ensemble, c'est le plus petit de tous ses majorants. Et puis vous avez une deuxième définition, un petit peu plus formelle, qui utilise des epsilon, qui consiste à dire qu'un réel M est la borne supérieure d'un ensemble si M est un majorant de l'ensemble, c'est-à-dire pour tout x dans l'ensemble, x est plus petit que M, et si il vérifie la relation suivante: pour tout epsilon positif, il existe un élément dans l'ensemble tel que M moins epsilon est strictement plus petit que x. Et la question que nous allons devoir nous poser dans la suite, c'est quelle est la définition qui sera la plus pertinente pour mener à bien nos démonstrations. Commençons par démontrer la première proposition qui dit que la bande supérieure d'un ensemble est la limite d'une suite de points qui se trouve à l'intérieur de l'ensemble. Quelle définition de la bande supérieure allons-nous utiliser pour démontrer notre résultat ? Alors, bien entendu, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre sans avoir fait quelques essais de démonstration. Cependant, ici, il y a quelques points qui vont nous guider. Ici, nous sommes à la recherche d'une suite de points qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble. Or, si vous prenez la définition de la bande supérieure comme étant le plus petit de tous les majorants, cette définition, elle, se concentre surtout sur des points qui sont a priori à l'extérieur, c'est-à-dire les majorants. Ou s'ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont vraiment sur le bord de l'ensemble. Alors que si on prend l'autre définition, celle avec des epsilon, cette définition, elle parle d'éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble. Puisque vous voyez la deuxième condition, pour tout epsilon strictement positif, il existe un x dans l'ensemble, tel que m-epsilon est strictement plus petit que x. Ici, cette définition considère des éléments à l'intérieur de l'ensemble. Donc c'est cette définition que nous allons privilégier pour notre démonstration. Pour faire notre démonstration, il va falloir que nous comprenions bien la définition formelle de la bande supérieure qui se trouve ici, notamment avec les epsilon. Alors, pour vous aider, je vais reprendre cette définition en m'appuyant sur une situation standard où ici nous avons un intervalle ouvert et la borne supérieure grand M se trouve ici. Alors la condition I de notre définition dit juste que la bande supérieure est un majorant. Donc ici effectivement, le grand M est au-dessus de tous les points de l'ensemble. Maintenant examinons la deuxième condition qui dit la chose suivante. Pour tout epsilon positif, nous allons considérer le point m-epsilon. Alors par exemple, m-epsilon va se trouver ici puisque le epsilon est strictement positif. Donc pour tout epsilon positif, il existe un x qui se trouve dans l'ensemble et qui va être strictement plus grand que m-epsilon. Donc ici effectivement, vous voyez, il va y avoir un x qui est strictement plus grand que m-epsilon. Et notre définition nous dit que ceci est valable pour tous les epsilon strictement positifs. Si bien qu'on va pouvoir rendre le epsilon très petit et donc rapprocher le m-epsilon de ce côté-là et donc trouver des x de plus en plus proches de la bande supérieure. Alors essayons d'exploiter cette idée-là avec la structure de la preuve que j'ai amorcée au tout début de la vidéo. Par exemple, quelqu'un vient nous voir et nous dit moi j'aimerais que mon x soit près de la bande supérieure à 1 près, c'est-à-dire il va prendre epsilon est égal à 1. Donc on va être dans la situation suivante. On va avoir m, peut-être que m-1 va être ici, et puis je vais pouvoir trouver un x ici. Après quelqu'un d'autre arrive et dit moi je préférerais epsilon est égal à 1,5. Donc on va avoir la situation qui est ici, toujours le même intervalle, mais on aura m-1,5 ici. Et bien la condition de I va me dire je peux trouver un x strictement au-dessus et qui est dans l'ensemble. Après quelqu'un d'autre peut venir, va dire moi je vais prendre 1 tiers. Donc toujours la même situation, on aura m moins 1 tiers, et puis encore, on va pouvoir trouver un x. Maintenant, vous voyez, en resserrant les epsilon, on va pouvoir trouver une suite de x.
le premier x on va l'appeler x1, le deuxième x on va l'appeler x2, le troisième x on va l'appeler x3, et cette suite, eh bien, elle a tendance à tendre vers la borne supérieure. Vous avez là, en fait, la structure de la démonstration que nous allons faire tout de suite, mais de manière très formelle. Attaquons la démonstration formelle de notre résultat. Donc j'ai remis les hypothèses, un grand X est un sous-ensemble de R qui admet une borne supérieure. J'ai posé grand M la borne supérieure, et ici j'ai rappelé la définition formelle de la borne supérieure. Alors on a vu qu'en prenant des valeurs de epsilon, on arrivait à construire des xn. Alors qu'est-ce qui nous permet, dans ces formules, de poser des epsilon? Et bien ici, vous voyez, la propriété 2i, ici, elle est vraie pour tout epsilon strictement positif. Comme c'est vrai pour tout epsilon strictement positif, eh bien on peut très bien remplacer le epsilon par une quantité qui nous convient. Alors nous, ça sera un truc de la forme 1 sur n. Alors c'est ce qu'on va dire ici. 2i est vrai pour tout epsilon strictement positif. On peut donc poser epsilon égale, alors je vais prendre 1 sur n plus 1 pour éviter les problèmes de division par 0, donc ici avec n dans n. Et on a, en posant epsilon est égal à 1 sur n plus 1, cette formule-là, il existe un x appartenant à grand X, tel que grand M moins 1 sur n plus 1 est plus petit que x. Donc j'ai juste pris ça, et j'ai remplacé le epsilon par 1 sur n plus 1. Ensuite, le x qui est ici, peu importe son nom, je pourrais l'appeler z, t, u, etc. Nous, on va l'appeler x indice n, comme on l'a fait tout à l'heure dans la présentation non formelle de la démonstration. En faisant cela, eh bien, on a construit une suite xn qui est dans l'ensemble grand X. On a ainsi construit une suite xn de l'ensemble grand X. Maintenant, on aimerait montrer que cette suite xn tend vers la borne supérieure, c'est-à-dire tend vers grand M. Là, ça suffit pas. On sait juste que xn va être plus grand que cette quantité-là. Alors cette quantité-là va tendre vers grand M, lorsque n tend vers plus infini. Mais le xn, lui, il pourrait très bien s'échapper, pourquoi pas ne pas avoir de limite, ou tendre vers plus infini, etc. Alors qu'est-ce qui fait que ce xn ne fait pas n'importe quoi? Alors tout à l'heure, on avait vu des dessins, et on avait vu que systématiquement, le xn était coincé plus petit que m. Alors quel argument nous permet de dire que le xn en fait ne s'en va pas et est toujours plus petit que m? Eh bien, c'est le point i ici. La suite xn est dans grand X, et tous les éléments de grand X sont plus petits que grand M. Et ça va nous permettre de coincer la suite. Donc on va dire ceci, par i, et le fait que xn est dans grand X, on a que pour tout n appartenant à n, xn est plus petit que m. Et donc, si on utilise ceci et cela, on a, pour tout n appartenant à grand N, on a à la fois que xn est plus grand que m moins 1 sur n plus 1, et qu'il est plus petit que grand M. Maintenant, eh bien, on va faire tendre le n vers plus l'infini. Lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini, cette quantité tend vers grand M, ça reste grand M, donc par le théorème des gendarmes, xn tend vers grand M. Par le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn est égale à grand M. Conclusion. Nous avons trouvé une suite xn de grand X. Donc il existe une suite xn de grand X telle que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn est égale à grand M, mais grand M c'est
sup de x. On a donc trouvé une suite de grand X dont la limite est la borne supérieure. C'est exactement la proposition que nous voulions démontrer. Maintenant, attaquons-nous à la démonstration de notre deuxième résultat qui dit que si nous avons un majorant d'un ensemble qui est la limite d'une suite de points qui se trouve dans l'ensemble, alors ce majorant est la borne supérieure. Et comme tout à l'heure, posons-nous la question, quelle définition de la borne supérieure est la plus pertinente pour démontrer ce résultat? Alors pour trancher, je vais revenir à l'argument que j'ai exposé au début de la vidéo, où on avait pris un intervalle ouvert, donc la borne supérieure est ici, et puis on s'était dit, si je prends un majorant qui n'est pas la borne supérieure, donc un point ici, on imagine mal comment celui-ci pourrait être la limite d'une suite de points qui se trouve dans cet intervalle. Alors il y a deux choses à remarquer avec cet argument. D'abord, il s'agit en fait d'un raisonnement par l'absurde. On va supposer que ça n'est pas la borne supérieure et on va arriver à une absurdité. Et puis la deuxième chose, c'est que cette fois-ci on regarde ce qui se passe sur les majorants de l'ensemble. Donc on va avoir tendance à se diriger vers la définition verbale de la borne supérieure qui dit que la borne supérieure d'un ensemble, c'est le plus petit de tous ces majorants. Attaquons-nous maintenant à la démonstration formelle de notre résultat. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous allons faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire que on va considérer la négation de cette phrase-là, et puis on va arriver à une contradiction. Alors on va commencer par écrire la négation de cette phrase-là. Ici on a une implication, donc il faut se souvenir ce que c'est que la négation de P implique Q. Alors je vous rappelle, c'est équivalent à P et non Q. Donc ce qui va jouer le rôle de P, c'est toute cette phrase-là, ce qui va jouer le rôle de Q, c'est cette phrase-là. Supposons par l'absurde que nous avons la proposition P, c'est-à-dire M major X, et qu'il existe une suite Xn dans X telle que la limite en plus l'infini de Xn est égale à M, et que nous avons la négation de Q, c'est-à-dire la négation de ceci, et M différent de sup de X. Et pour arriver à une contradiction, je vous rappelle, on va utiliser la définition verbale du sup qui dit que le sup est le plus petit de tous les majorants. Alors pour s'y retrouver dans cette définition, on va pointer deux éléments clés. Le premier élément, c'est que le sup est un majorant de x. Donc sup de x major x. Et le deuxième, c'est que c'est le plus petit de tous les majorants. C'est-à-dire que si m major x, eh bien le sup sera plus petit que m, puisque c'est le plus petit de tous les majorants. Alors regardons ça sur un coin de feuille. Et essayons de l'exploiter avec ce que nous avons ici. Alors quand on compare ces deux choses-là, on voit qu'il y a des choses en commun, m major x. Donc en utilisant la définition de la borne supérieure, on peut déjà en déduire que le sup de x est plus petit que m. Donc m major x, donc le sup de x est plus petit que m. Il y a une deuxième chose qu'on peut observer, c'est que m est différent du sup. Donc comme ça n'est pas égal au sup, l'inégalité qui est ici est stricte. On va l'écrire. M est différent du sup. Donc on a aussi que le sup de x est strictement plus petit que m. Alors la situation qui est ici correspond au dessin qu'on a fait tout à l'heure. Je le refais rapidement. Si on prend une situation générique, le sup est ici, et on prend un majorant qui n'est pas le sup, donc qui va se retrouver strictement au-dessus de l'ensemble. Par exemple, ici. Maintenant, il va falloir essayer de mettre en œuvre cet argument comme quoi la suite est ici et ne peut pas avoir comme limite le grand M. Alors comment on peut s'y prendre? Alors revenons à la définition du sup. Dans la définition du sup, on a exploité cet argument-là, mais on n'a pas encore exploité cet argument-là, comme quoi le sup major x. Or, ici, notre suite, elle est
dans grand X. Donc si elle est dans grand X, eh bien le sup va majorer la suite. Alors, je vais l'écrire. Sup de X major X et Xn est dans X. Donc, pour tout n appartenant à n, Xn est plus petit que le sup. Et ça, en fait, ça localise notre suite. Comme notre suite est localisée ici, eh bien, par les propriétés sur les limites, la limite aussi, c'est-à-dire la limite de Xn sera aussi plus petite que le sup. Donc, la limite, lorsque n tend à plus infini de Xn, est plus petite que le sup. Mais la limite de Xn ici, c'est m. Donc on va avoir ceci. Or, la limite lorsque n tend à plus infini de Xn est égale à m. Donc, m est plus petit ou égal à sup de x. Mais regardez, mon m ici, il est strictement plus grand que le sup. Je vais l'écrire là. Et on se retrouve avec la relation m strictement plus petit que m. Et ça, évidemment, c'est impossible. Un nombre ne peut pas être strictement plus petit que lui-même. C'est absurde. Et ceci, en fait, conclut la démonstration, d'où le résultat. Pour celles et ceux qui auraient du mal avec cette démonstration, je vous propose de bien identifier les deux grandes étapes. Alors il y a une première grande étape qui consiste à dire que si m est un majorant différent de la borne supérieure, alors ce grand M sera strictement au-dessus de la borne supérieure. Donc c'est ce que l'on est parvenu à démontrer ici en utilisant la définition de la borne supérieure et le fait que le majorant est différent de la borne supérieure. Et puis la deuxième grande étape consiste à dire, eh bien, la suite Xn est dans l'ensemble, donc elle sera plus petite que la borne supérieure. Et donc sa limite sera également plus petite que la borne supérieure. De sorte que si on suppose que la limite Xn est égale à grand M, eh bien notre grand M, lui, va se trouver plutôt de ce côté-là de la borne supérieure. Et on va se retrouver avec une situation où le grand M sera à la fois plus petit que la borne supérieure et strictement au-dessus. Et ça, eh bien, évidemment, c'est une contradiction et ça nous permet de conclure la démonstration. Avant de conclure, faisons quelques remarques. La première, c'est que les deux propositions que l'on a établies précédemment peuvent se rassembler en un unique théorème qui aurait la forme suivante. Si X est un sous-ensemble de R qui admet une borne supérieure et que M est un réel, alors M est la borne supérieure de X si et seulement si M major X et qu'il existe une suite de points de X dont la limite est M. Ce théorème donne donc une caractérisation de la borne supérieure. Alors je vous laisse le soin de vérifier à l'aide des propositions que l'on a démontrées que ce théorème est vérifié. La deuxième remarque, c'est que les résultats que l'on a établis pour la borne supérieure ont une version pour la borne inférieure. À savoir, si X est un sous-ensemble de R qui admet une borne inférieure, alors il est possible de trouver une suite de l'ensemble dont la limite est la borne inférieure, et si X est un sous-ensemble de R qui admet une borne inférieure et que M est un réel, alors si M minore l'ensemble et qu'il existe une suite dans l'ensemble dont la limite est M, alors M est la borne inférieure de l'ensemble. Et comme pour la borne supérieure, il est possible de caractériser la borne inférieure à l'aide de suites de la manière suivante. Si X est un sous-ensemble de R qui admet une borne inférieure et que M est un réel, alors M est la borne inférieure de l'ensemble si et seulement si M majore l'ensemble et qu'il existe une suite de points de l'ensemble dont la limite est petit m. En guise de conclusion, je vous donnerai un conseil, c'est de travailler ces démonstrations. En effet, ces démonstrations sont pleines de contenu. On y a découvert que lorsque l'on veut attaquer une démonstration, il arrive parfois qu'il y ait plusieurs définitions alternatives d'un même concept, et que cela vaut la peine de se pencher sur quelle définition serait la plus pertinente.
on y a aussi vu une articulation entre des raisonnements visuels sur des situations typiques et le passage à des raisonnements plus formels. Et puis on y a aussi vu une petite astuce technique que vous rencontrerez dans d'autres démonstrations, qui nous a aidé à construire notre suite Xn. Pour construire notre suite Xn, on était parti de l'expression qui contenait un pour tout epsilon positif, et comme l'expression est vraie pour tout epsilon positif, eh bien il est possible de fixer cet epsilon avec des valeurs qui nous conviennent. Et ici on avait posé epsilon est égal à 1 sur n plus 1, ce qui nous avait permis de construire notre suite Xn. Pour travailler ces démonstrations, surtout ne les apprenez pas par cœur, mais plutôt construisez-vous votre propre petit argumentaire avec des petits dessins qui va vous permettre de retrouver le déroulé formel de la démonstration. Et puis en guise d'exercice, pour savoir si vous avez bien compris, eh bien produisez vos propres démonstrations, mais cette fois-ci pour la borne inférieure d'un ensemble. Nous en avons fini avec les démonstrations de ces résultats. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à bien comprendre tout ça, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.